Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère tout d'abord que vous allez bien, que vous avez passé un doux mois de février. C'était un mois assez plutonien avec pas mal de conjonctions de Pluton, donc peut-être que ça a un petit peu remué. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et voilà, on se retrouve pour la vidéo du mois de mars. Avant qu'on commence, je voulais vous parler de deux choses. La première, c'est ma participation au télésommet de l'astrologie. Comme chaque année, c'est la 6e fois qu'Émilie Morel organise ce télésommet. Donc c'est une réunion, en fait elle réunit une quinzaine d'astrologues sur un sujet donné. Et on peut chacun donner notre point de vue ou présenter certaines techniques astrologiques. Alors cette année, le sujet c'est l'astrologie des profondeurs et pour ma part, je vais parler des transits de Pluton à travers une conférence. Donc mon idée c'est vraiment d'essayer de comprendre quel est le sens déjà de ces transits et puis comment ils se manifestent, c'est quoi vivre un transit de Pluton et comment on peut s'y adapter. Alors j'essaierai de montrer qu'il n'y a pas qu'une manière de vivre un transit de Pluton et on va voir un petit peu toutes les subtilités avec lesquelles ça peut se manifester, mais voilà, juste retenir que un transit de Pluton, voilà, juste pour vous donner cette petite information, c'est toujours un moment un peu initiatique et de transformation. Voilà, le télésommet est gratuit si vous regardez les vidéos le jour même. Il vous suffit de vous inscrire, donc vous trouverez dans la barre de description le lien pour vous inscrire gratuitement. Et puis voilà, c'est payant si vous voulez un replay et des contenus supplémentaires. Ça c'est la première chose. La seconde, c'est, je vous en ai parlé un petit peu le mois dernier, c'est la mise en place de notre défi une année avec le zodiaque, avec Laura. Alors l'an dernier, on a co-créé avec Laura deux choses. On a édité un agenda astrologique que voilà, plusieurs d'entre vous, je pense, ont eu ou ont vu passer en librairie. Et puis on a également créé un cycle initiatique autour du zodiaque, un parcours en fait d'une année en ligne où l'idée c'est vraiment d'utiliser l'astrologie comme une philosophie de vie et comme finalement presque un outil de développement personnel. Alors le cycle en fait il permet à travers des exercices, à travers des vidéos, des méditations, des rituels, il permet de son grand but en fait, moi ça me parle beaucoup, c'est un peu le cœur de mon sujet, j'ai envie de dire. Il permet de se réharmoniser avec les cycles, avec le cycle solaire et avec la nature de manière générale. Et je dois avouer que évidemment j'adore l'astrologie, mais ce qui me parle tout particulièrement, c'est cette idée de pouvoir s'adapter avec le rythme de chaque moment, de pouvoir ressentir en fait les variations d'énergie et que en fait il y a des modes d'emploi pour chaque moment et que on n'agit pas de la même manière à chaque période. D'autre part, la course solaire chaque année, eh bien ça fait un chemin évolutif, un peu comme un cycle lunaire où tout au long du mois lunaire on va passer par des nouvelles lunes, des premiers quartiers, des pleines lunes. C'est pareil chaque année avec le cycle solaire et donc voilà, notre cycle il a pour but aussi d'aider à mieux appréhender ce cycle là, à mieux le conscientiser et donc à vivre pleinement ces variations tout au long de l'année. On a aussi travaillé sur les fêtes, alors les fêtes, on appelle ça les fêtes celtes, les fêtes païennes, mais en fait ce sont des fêtes solaires, donc les équinoxes, les solstices, les fêtes de mi-saison. On a aussi travaillé à les ritualiser, à pouvoir marquer ces passages-là. Et voilà, donc on se lance dans ce défi parce que cette année on s'est décidé à faire intégralement le cycle, c'est-à-dire qu'on va le pratiquer et on va en rendre compte notamment sur ma page Instagram, donc vous pouvez aller il y a le lien encore une fois dans la barre de description. Mais voilà, si vous avez envie vous aussi de vivre une année en conscience, si vous avez envie de faire le défi en même temps que nous, et bien voilà, vous pouvez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Ça y est, toutes les infos sont mises sur mon site, comment ça fonctionne, le prix, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, et bien tout est dans la barre de description.
Et je vais commencer maintenant à parler du mois de mars parce qu'on a pas mal de choses à dire quand même pour cette astrologie du mois de mars. Alors, je vais afficher la carte et enfin, je vais essayer d'afficher la carte. Voilà, ça va marcher, c'est bon. Et voilà, donc là vous avez à l'écran, les positions planétaires au 1er mars. Alors, qu'est-ce qui est notable pour ce mois de mars 2024? Bah, tout d'abord, ce qui est notable, c'est que on s'achemine vers la conjonction Jupiter-Uranus que vous pouvez apercevoir ici. Au 1er mars, il n'y a plus que 8 degrés d'orbe, donc autant dire qu'elle est en formation. Elle commence donc à donner ses effets, hein, on va vraiment la ressentir. L'autre chose importante, c'est que on va avoir la première éclipse de l'année. Au 1er mars, ça se voit pas encore, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que le soleil va arriver en fait aux abords du nœud nord, et à ce moment-là, la pleine lune qui va précéder ce passage, eh bien, ce sera notre première éclipse lunaire. Et les éclipses sont toujours des moments, des temps forts dans l'année, des moments énergétiques très très importants. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir. D'autre part, ce qu'on peut constater là à travers cette carte, c'est que les planètes sont en file indienne, elles forment presque une locomotive, et ça donne en fait de nombreuses conjonctions. En fait, là, on a principalement des groupes de conjonctions. Et donc au 1er mars, eh ben, nous on arrive avec, on a un ciel dans lequel on a une conjonction Vénus-Mars qui va nous suivre quasiment tout le mois de mars. On a une conjonction Soleil-Saturne-Mercure. Et puis surtout, ce que je trouve très intéressant pour ce mois, c'est que eh bien, les planètes vont passer tantôt en conjonction de Saturne, et ensuite en conjonction de Neptune. Donc on va avoir comme ça le Soleil, et puis Vénus, et puis Mars, et tout le monde va passer, va prendre les énergies. Alors je trouve ça assez intéressant puisque le mois dernier, en fait, on avait une conjonction de Vénus-Mars avec Pluton. Et en fait, les planètes sont déjà passées, c'est comme des phases initiatiques en fait. D'abord, on est passé dans l'énergie plutonienne, puis on va passer dans l'énergie saturnienne et puis neptunienne. Alors, c'est assez intéressant. On est déjà passé par le premier tamis qui est le tamis de Pluton. Donc le tamis de Pluton, bah, c'est le tamis... le tamis de Pluton, c'est qu'en fait, il y a tout qui passe, sauf bah, tous les petits problèmes qu'on n'a pas réglés et qu'on n'avait pas vus. Et dans le tamis de Pluton, on se retrouve avec des gros cailloux. On se dit, ah tiens, il y avait ce gros caillou, ah zut, je pensais que c'était bon. Ben non, c'est pas bon. Donc vous voyez, c'est ça le tamis de Pluton, il va vraiment nous révéler les problématiques, les blessures, les traumatismes, les racines aussi, les origines de ces problématiques et de ces traumatismes, pour venir justement les décristalliser. Donc le tamis de Pluton, c'est justement continuer, je dirais, à travailler sur ça pour qu'au final cette grosse pierre, ça redevienne du sable et puis que ça puisse se dissoudre et que ça puisse passer à travers ce tamis. Donc ça, c'est déjà ce qu'on a eu tout le mois de février, hein, puisque on avait Vénus-Mars, Pluton-Mars, on avait Vénus-Pluton, Mars-Pluton, excusez-moi, et que ça a pu nous montrer certains problèmes relationnels, certaines choses pas réglées, certaines choses à transformer. Donc ça, c'est notre premier tamis. Le second tamis qu'on a, c'est celui auquel on est là le 1er mars quand on arrive. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le soleil, il est en prise avec Saturne. Et que en fait, on voit que Vénus est pas très très loin et que assez rapidement, Vénus aussi, elle va arriver sur Saturne. Donc Saturne, c'est notre Vénus, et puis Mars. C'est notre deuxième tamis. Donc ce deuxième passage-là, c'est la nécessité d'intégrer un principe de réalisme, un principe de réalité. C'est la nécessité d'intégrer une certaine sagesse, une certaine acceptation
des limites, une certaine, oui, un certain réalisme en fait, que avec Saturne, il n'y a pas de, il n'y a pas d'échappatoire. Si vous avez des grosses pierres dans votre tamis, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, elles y seront toujours, va falloir s'en occuper. C'est ça, Saturne, après Pluton, c'est un maître exigeant, hein, c'est vraiment un maître qui, voilà, qui nous dit qu'il va falloir qu'on s'occupe très très concrètement des choses. Donc là, nous, on commence le mois avec une énergie saturnienne qui peut nous confronter à des problèmes concrets, ou en tout cas qui peut nous demander de prendre nos responsabilités, qui peut nous demander de prendre sur nous, de faire preuve de sagesse. Ça, c'est le deuxième tamis, je vais revenir, hein, je vais un petit peu étoffer tout ça. Puis le troisième tamis qu'on va avoir, on finit avec ça, c'est ensuite le tamis neptunien, c'est-à-dire que un peu plus tard dans le... je vais avancer d'un mois pour que vous voyez. Donc là, on est fin mars ici. Hop là, on est fin mars et on a, voyez, Neptune, donc le soleil qui s'est rapproché maintenant de Neptune, Vénus qui est près de Neptune. Donc on a quitté, les planètes quittent gentiment Saturne pour arriver vers Neptune. Donc Pluton, Saturne, Neptune. Alors le dernier tamis neptunien, pas évident, le dernier tamis neptunien, qu'est-ce que c'est? C'est très étrange parce que autant Saturne et Pluton, ils ont des énergies que je comprends, enfin je veux dire par là que ils travaillent de pair, ils sont souvent très événementiels, ils sont souvent assez concrets, tandis que Neptune, c'est une planète qui est là pour nous inspirer, qui est là pour nous redonner un sens de spiritualité ou de sacré à nos expériences. Donc je dirais même que le dernier tamis, c'est un qui va un peu nous redonner une certaine substance poétique ou une certaine substance mystique après qu'on ait finalement... été confronté à des choses un peu plus difficiles ou un peu plus directes, ou dans lesquelles il n'y avait pas trop d'échappatoire. Alors que là, d'un coup, Neptune, c'est quand même une forme, d'échappatoire. Alors éventuellement, il est possible que si on continue sur cette histoire des tamis, que le dernier tamis neptunien soit aussi celui dans lequel on voit avec plus de clarté toutes nos projections, nos interprétations du réel, parce que ça aussi c'est très neptunien, la manière dont on décide d'interpréter les situations et qu'on peut ensuite décider de garder, hein, comme une croyance bien aimée, comme une manière de comprendre un événement, parce que ça nous fait du bien de le comprendre comme ça. Mais il est possible aussi que le dernier tamis soit aussi un moment où on peut voir en face nos différentes projections et interprétations. Je resterai quand même sur l'idée principale qui est qu'avec Neptune, on va nous réinsuffler un petit peu d'idéalisme, un petit peu de mysticisme, parce qu'on en aura sûrement bien besoin après être passé par Pluton et par Saturne. Donc voilà, pas mal de choses hein, du coup pour ce mois de mars, et je vais donc revenir... Oups là, mince, où suis-je? Je vais revenir, excusez-moi. Voilà, je vais revenir gentiment au... Non, je me perds. Je me perds dans mon logiciel. Là, c'est bon, je reviens au 1er mars. Alors, on va commencer par ça. On va commencer par l'énergie de renouveau qu'on voit dans la carte pour le mois de mars et qui va sûrement s'étoffer, qui va sûrement continuer en avril. On a deux conjonctions qui nous parlent de nouveautés. C'est la conjonction Vénus-Mars en Verseau, qui est voilà, Vénus-Mars en Verseau, et c'est la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau. Il s'avère en plus que ces deux conjonctions sont en aspect l'une avec l'autre, en aspect de carré, et notamment que Vénus et Mars sont en carré avec Uranus, la planète du changement. Ça fait beaucoup, ça fait pas mal d'éléments de changement. Alors, si vous voulez, Vénus et Mars, c'est une conjonction qui crée quand même beaucoup de... c'est un peu comme un feu d'artifice, ça crée un nouvel élan, ça crée une hyper créativité, quelque chose qui va vraiment nous diriger dans une direction nouvelle. Voilà, et donc
on a vraiment avec cette conjonction Vénus-Mars une idée d'une nouvelle créativité, c'est en Verseau, une idée de quelque chose qui s'élance, de quelque chose qui est plein d'élan, plein de passion, plein d'envie en fait, hein, d'aller de l'avant. Faut pas oublier que ça, c'est ce qu'on a après le passage de Vénus-Mars sur Pluton. Comme si on s'est délesté justement de nos fameux gros cailloux et que maintenant, boum, on va pouvoir aller vers du nouveau. Donc ça, c'est assez intéressant. Le fait que Vénus et Mars soient eux-mêmes en carré avec Jupiter et avec Uranus, ça exprime encore plus, selon moi, la nécessité d'une coupure, d'une fracture, de passer à un autre état, d'avoir envie que les choses aillent plus vite, d'avoir envie de se libérer de certaines choses. Donc ça, c'est quand même assez notable. La conjonction Jupiter-Uranus en tant que telle, elle exprime des grandes opportunités, elle exprime une hyper-créativité, elle exprime des grands changements, une grande nouveauté, quelque chose qui nous intéresse, qui nous stimule, qui met un peu du vent dans nos ailes, hein. C'est un peu ça l'idée de Jupiter-Uranus. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir dans quelle maison en fait cette conjonction a lieu, parce que c'est quand même assez notable. C'est là qu'il risque d'y avoir un certain renouveau. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a, une envie de changement, une espèce d'exaltation, d'excitation. Que tout est possible, que quelque chose de nouveau arrive, que peut-être il y avait certaines barrières qui commencent à se fluidifier. C'est un peu l'idée qu'on a. Alors, c'est pas totalement ça non plus, parce que, comme je vous le disais, on a le tamis saturnien ici, donc on a quand même, on a nos petits boulets aux pieds, on peut pas avancer aussi vite qu'on le voudrait, mais il y a quand même cette chose qui nous pousse. Alors moi, je voulais vous parler ici de ce carré là entre Mars et Uranus, parce que lui, il me fait de l'œil dans le sens où il va être présent quasiment tout le mois de mars. Il va être là du 1er au 20 mars, donc c'est quand même assez long. Donc je pense que c'est un des aspects majeurs pour ce mois de mars, et c'est un aspect qui a des atouts, mais aussi dont on doit faire attention, parce que Mars et Uranus sont tous les deux de nature assez qui peuvent être un peu brusques, qui peuvent être un peu violentes, et l'aspect de carré lui-même parle d'un excès, parle d'une intensité en tout cas entre ces deux planètes. Alors, Uranus, c'est le changement, c'est le fait de vouloir s'ébrouer, se libérer de justement des poids saturniens et de vouloir aller vers quelque chose de nouveau. Et Mars, c'est le bon soldat, c'est celui qui va agir, et il va agir pour le changement. Donc ici, on a un indicateur assez clair d'une énergie qui peut être là, une énergie qu'on peut déployer pour aller vers le changement. Une énergie qu'on peut déployer pour se libérer de certaines choses, mais aussi pour vraiment changer quelque chose de concret dans nos vies. Donc ça, c'est le côté positif. On peut décider on peut essayer d'être créatif, on peut peut-être voir les choses sous un autre angle pour amener du changement. Ça, c'est l'idée de Mars-Uranus. Maintenant, Uranus, c'est une planète qui amène souvent un rythme plus rapide. Et la problématique Mars-Uranus, c'est la problématique de la prise de risque. C'est la problématique d'avoir une action qui est mal maîtrisée parce qu'elle est trop rapide. Parce que Uranus dit allez, maintenant c'est bon, on passe à autre chose. Et Mars dit ok, très bien, alors on y va, faisons-le. Sauf que, encore une fois, on a un rappel saturnien, là, on commence avec ça, 1er mars. Ok, posons-nous, où allons-nous et comment le faisons-nous? Il faut quand même intégrer une certaine sagesse. Ça fait quand même partie, je pense, c'est le 2e tamis, hein, donc il faut pas qu'on se rate sur celui-là. Il faut pas non plus aller trop vite. J'ai l'impression, en tout cas, ça me semble, ça nous freine un petit peu, mais je pense que c'est pas mal. Parce que si on se laisse emmener comme ça, il y a un petit côté un peu terre brûlée avec Mars-Uranus. Et on peut se faire mal, par exemple, parce qu'on va trop vite. On peut vouloir prendre des risques parce que il y a le côté adrénaline est aussi assez agréable avec Mars-Uranus. Et voilà. Et des fois, ça peut nous jouer des tours. Donc
On va baigner un peu là-dedans. C'est un espèce de d'énergie un peu excitante, de nouveauté, mais faisons attention que la prise de risque, pardon, soit mesurée, qu'il y ait un vrai examen de sagesse, que ça soit passé à travers notre second ami, celui de Saturne. Alors justement, Saturne, on va en parler. On commence le mois donc avec cette conjonction presque exacte hein, du Soleil à Saturne et puis Mercure également est par ici. Donc l'ambiance est clairement saturnienne. Elle va rester saturnienne, on va dire au moins une semaine après, au moins jusqu'au 8 mars à mon avis. On va avancer un peu, on va regarder ensemble. Vous voyez là le Soleil s'éloigne gentiment de Saturne. Voilà, on peut se dire qu'à partir du 9 mars, eh bien, l'énergie n'est plus aussi saturnienne. Alors, quand on est dans un moment saturnien, ce qui peut se manifester, c'est plusieurs choses, mais c'est que on peut être confronté à des situations qui vont pas tout à fait aussi vite qu'on le voudrait, des frustrations, des échecs aussi parfois, des choses qui ne marchent pas. On peut être confronté aussi à un sentiment de fatigue, d'épuisement, de découragement. On peut aussi être vraiment en prise avec des responsabilités, des choses qui nous lient, des choses qu'on peut pas passer à travers. Et là vraiment on les voit très très fortement. C'est tous nos contrats en Saturne, c'est toutes nos obligations. Et puis on peut aussi vivre un sentiment de, ça rejoint un peu le découragement, mais c'est encore plus intense, de déprime, de fatalité, de toute façon à quoi bon, puisque c'est toujours comme ça. Ça peut aussi se manifester à travers une dépréciation, ça peut parfois se prendre cette forme-là. Alors, Saturne, c'est vraiment le deuxième tamis saturnien. Autant le premier tamis de Pluton, il nous disait de regarder les pierres sur lesquelles on était tombé et de s'en occuper. C'est pas si éloigné pour Saturne. Saturne, il nous demande toujours de prendre à bras le corps ce qu'il nous propose. C'est-à-dire que si on a des responsabilités, alors il faut les assumer pleinement. Si on a un échec, alors il faut comprendre pourquoi et s'améliorer. Si on a une frustration, alors il faut faire preuve de sagesse, prendre sur soi et accepter. Vous voyez, il y a une idée de... Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de solution miracle, c'est l'expérience, on est en train d'apprendre et il faut vraiment le voir comme un cap de maturité. Voilà, chaque passage de Saturne, bien c'est l'opportunité d'être plus profond, plus sage, plus mature hein, en fait dans notre compréhension du monde. Ici, il me semble que la proposition, c'est vraiment d'essayer d'être très réaliste. On a vu qu'il y a un vent de changement hein, là qui est quand même assez important et il me semble que Saturne nous demande toujours de voir les conséquences de nos décisions puisque forcément on les aura en plein. Il n'y aura pas d'exception, de remise de peine ou de je sais pas. Les décisions qu'on va prendre vont créer des conséquences qu'il nous faudra assumer pleinement et c'est ça que nous demande de voir Saturne. Voilà, donc on commence la semaine là-dessus. À vous de voir si vous vous sentez très fatigué, ça peut arriver aussi dans les transits de Saturne. Ça peut être une occasion ça peut être parfois pardon, une manière pour Saturne d'exprimer le fait que la personne a besoin de se poser, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de faire un bilan. Des fois, c'est pas ça. Des fois, avec Saturne, vous êtes vraiment sur le terrain. Vous êtes, il y a plein de choses à faire. Vous devez assumer les choses. Voilà. Donc, à vous de voir un peu comment ça se manifeste. Heureusement, c'est pas très long. Ça dure une dizaine de jours. Donc voilà, je vous le dis aussi pour que si vous sentez que vous êtes un peu chafouin, un peu pas très bien, que c'est un peu compliqué, ça peut expliquer éventuellement ce que vous vivez. Voilà. Alors, j'en profite pour rebondir sur quelque chose, c'est que ici, on a un aspect dont je n'ai pas parlé du tout, qui était déjà là en février, qui est la conjonction du nœud nord à Chiron. Et j'en profite parce que là je vous parlais avec Saturne qu'on peut être plus bas en énergie et des fois même il peut y avoir des problèmes de santé qui peuvent se manifester, qui auquel cas étaient latents. Mais
je vous parle de ça parce qu'en fait, cette conjonction, nœud nord-Chiron, elle est très intéressante pour essayer de trouver des pistes de guérison. Alors, le nœud nord, je vais en reparler juste après avec l'éclipse, mais le nœud nord, c'est lui qui crée des circonstances, il crée des événements. Et Chiron, c'est une planète qui est là pour nous amener vers une forme de guérison. Sauf qu'elle a forcément un... Enfin, c'est une planète, c'est une planète comète, on va dire un astéroïde comète. Et Chiron, en fait, dans son mode de fonctionnement, elle vous confronte à votre blessure, elle confronte au problème. Alors ça peut être des blessures psychologiques de type, voilà, des traumatismes, des blessures vraiment, mais ça peut être aussi très concret, ça peut être des problèmes de santé avec Chiron. Et donc, nœud nord Chiron, voilà, je vous le dis parce que si jamais avec Saturne, en plus, vous n'êtes pas très en forme, là, il y a vraiment aussi une espèce de porte de sortie. Nœud nord Chiron, c'est vraiment l'opportunité d'essayer de trouver un traitement, de trouver un thérapeute, de trouver une piste de résolution à des problèmes, qu'ils soient physiques, psychologiques, voire même pourquoi pas spirituels. Voilà, et donc je vous invite vraiment à regarder, y a-t-il des problèmes de santé qui se manifestent, y a-t-il des blessures, des souffrances qui se manifestent depuis le mois de février. Et je pense que Pluton, les conjonctions à Pluton ont été une espèce de... Ça a fonctionné de pair avec cette conjonction-là, nœud nord Chiron, parce que Chiron aussi révèle tout ce qui est douloureux. Mais là, on a comme un nouvel élan pour aller vers une énergie de guérison. Donc ça, c'est très propice. Je crois que c'est très intéressant. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Enfin, c'est pas la première chose, c'est ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, ce qui est assez intéressant, je sais pas si vous le voyez, mais en fait, il y a un encadrement. Le soleil, en fait, il est encadré entre Neptune et Saturne, hein, entre donc notre deuxième et notre troisième tamis. Et on va mettre ici à l'écran le thème de la nouvelle lune. Voilà, et si jamais je vous le dis, des fois on me demande, mon logiciel c'est Olympia, je trouve que c'est un incroyable logiciel d'astrologie. Je ne suis pas sponsorisée par Olympia d'aucune manière, mais auquel cas je le trouve vraiment super si vous cherchez un logiciel. Donc là, c'est le thème de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, elle aura lieu le 10 mars à 10h heure française, 9h en temps universel. Et on voit qu'elle est à 20 degrés des poissons et elle est vraiment pile poil en fait entre Saturne et Neptune. Elle est pile poil entre le principe de réalité et le principe d'idéalisme. Et normalement, j'ai l'impression qu'il faut qu'on intègre notre deuxième tamis, donc notre ancrage de Saturne, accepter les frustrations, les responsabilités, tout ce qu'on s'est dit juste avant, pour pouvoir ensuite se recharger en fait, se recharger au niveau neptunien, c'est-à-dire pouvoir de nouveau toucher nos rêves, pouvoir de nouveau ressentir une forme d'idéalisme, une forme de direction, une forme de rêve, un paradis à atteindre, quelque chose comme ça. Mais là c'est vraiment, c'est d'abord ça, après ça. Donc d'abord Saturne, après Neptune, et là c'est sûr que tout ce qui est un petit peu trop idéaliste, tout ce qui est un petit peu trop aussi je dirais irrationnel, ou tout ce qui est un peu trop non maîtrisé, ça c'est pas français ce que je viens de dire, tout ce qui est vous avez compris, tout ce qui manque de cadre, de structure, à mon avis ne passera pas très bien, surtout depuis que Saturne est en Poisson, et là avec cette nouvelle lune c'est vraiment ça. Alors cependant, donc notre nouvelle lune, on va regarder, on va se mettre le thème de nouvelle lune. Donc bon, qu'est-ce qu'on constate? Toujours notre conjonction Vénus-Mars. Toujours le carré Mars-Uranus. Là-dessus, on a déjà tout exprimé. Toujours le Soleil-Saturne, même si ça se finit. Mais maintenant, le Soleil est conjoint Neptune. Et puis, la nouvelle lune est en Poisson. Et puis, Mercure passe en Bélier à ce moment-là. Alors, nouvelle lune des Poissons. Dernière nouvelle lune de l'année zodiacale.
le temps des poissons, mais c'est déjà ce qu'on a commencé à faire depuis que le soleil est en poisson, c'est vraiment un moment d'entre-deux. L'énergie poisson, c'est vraiment une énergie de transition. C'est sûrement pour moi le signe le plus mutable des mutables. C'est un signe mutable d'eau. Imaginez de l'eau mutable. On se dit, bah oui, l'eau, elle est mutable par nature. Elle est toujours en train de changer. L'eau, par exemple, l'eau fixe des scorpions, c'est un peu bizarre. L'eau, c'est jamais vraiment fixe. L'eau mutable, là, on comprend très bien. Et le poisson, il a cette énergie d'entre-deux. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas encore exactement ce qu'on retrouve. Et des fois, ça peut se manifester à travers le fait que pendant la phase poisson, on est dans un entre-deux. Et ça peut se manifester par le fait d'être à la fin de quelque chose, on termine quelque chose, mais on ne sait pas encore exactement à quoi ressemblera le prochain chapitre. On n'est pas encore bien décidé pour ce qui va venir, on ne voit pas clairement la suite, on a aussi une énergie qui peut être basse, un peu flottante, ou nous-mêmes on peut être un peu, voilà, un peu indécis, un peu entre deux. Je trouve que le terme entre deux, il marche assez bien pour cette phase poisson. Il y a un lien bien sûr entre le signe des poissons et l'eau associée à l'arrivée du printemps, hein. Il y a aussi une idée comme ça dans ce signe-là, mais voilà. Donc l'idée aussi majeure de la nouvelle lune des poissons, c'est de se dire, ok, c'est le dernier mois zodiacal. Donc dans ce dernier mois zodiacal, je dois clôturer, je dois mettre mes affaires en ordre. Et mes affaires en ordre, c'est pas tellement une idée de mettre en ordre sa maison concrètement, c'est plus une idée d'être en paix intérieurement et que certains dossiers puissent être apaisés, pardonnés, tranquillisés, je dirais. Ou aussi ça peut être plus concret, des choses qu'on a à faire qui doivent se terminer. Bah, c'est bien de le faire en fait, voilà, pendant cette phase des poissons. À un autre niveau, les poissons, c'est aussi le dernier signe du zodiaque et donc c'est celui qui commence à nous reconnecter à un autre plan, je dirais, à la vie de l'âme. Il est de moins, plus les signes avancent, moins ils sont concernés par la vie concrète, par la vie quotidienne. Et les poissons, lui, il est déjà plus tout à fait là. Alors je dis pas si vous êtes poisson, c'est pas forcément ça que vous vivez puisque vous êtes là, vous êtes incarné, mais l'archétype même des poissons, eh bien, c'est cette idée de ce qui se passe à l'extérieur, c'est plus tellement important parce que je sens que ce qui se passe, qui est important, c'est ma vie de l'âme, ma vie intérieure. Et donc les poissons, pendant la phase poisson, on peut vivre des expériences d'ordre spirituel, mystique, artistique, ou on peut aussi s'intéresser à ces sujets-là, alors que d'habitude pas tellement, parce que ça fait aussi partie de la dynamique du signe. Donc la nouvelle lune, elle nous demande en somme de mettre de l'énergie là-dedans. C'est une répétition avec le soleil conjoint Neptune, puisque Neptune c'est le maître des poissons, donc ça dit quelque chose d'assez similaire. Hein, ça parle de trouver un idéal, ça parle d'élever sa confiance, non, sa conscience, ça parle vous voyez le trident, hein, il y a vraiment cette idée de s'accrocher au ciel, hein, moi c'est vraiment quelque chose qui me parle. Maintenant, on n'oublie pas le deuxième tamis, c'est pas une fuite, hein, c'est pas censé être une fuite, cette spiritualité des poissons, ça nous dit non, maintenant il faut que ce soit bien ancré. Donc c'est un peu l'idée. Alors, autre chose qui m'interpelle pour cette nouvelle lune, c'est l'opposition ici de la lune noire en face du soleil et de la lune. Je ne sais pas si vous voyez, on a 20 degrés pour les poissons et on a 18 degrés pour la lune noire en vierge. La lune noire, alors je ne sais pas si on va le ressentir, je vous le dis, c'est un peu de la recherche là plutôt. La lune noire en fait elle exprime souvent une perte. Elle exprime souvent quelque chose qu'on ne peut plus atteindre, quelque chose d'inaccessible, comme un paradis perdu. Et c'est assez intéressant cette opposition Neptune-Lune noire parce que Neptune c'est le paradis. Sauf qu'avec Neptune on se dit pas qu'il est perdu, on se dit qu'on va y arriver, même si dans le fond on n'arrive jamais complètement à l'atteindre. Alors qu'avec la lune noire, c'est le paradis perdu.
Et là, il y a une espèce d'opposition. Donc je me demande s'il peut y avoir des thématiques lune noire, hein, une sensation de perte, de manque, de quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre, ce qui serait pas complètement impossible puisque Saturne a aussi des idées de frustration, de manque, donc ça peut être cohérent avec cette nouvelle lune. Voilà, donc en somme, voilà, donc si je résume, nouvelle lune des poissons, temps d'entre-deux, se préparer au renouveau, clôturer les dossiers et puis remplir son réservoir d'inspiration, son réservoir poétique, mystique, artistique, enfin spirituel, toutes ces choses-là. On constate le jour de la nouvelle lune que Mercure est passé en bélier. Il est à 0 degré des béliers. C'est assez intéressant cette position de Mercure bélier. Mercure, il est en train de sortir des poissons et de sa conjonction à Neptune. Et Mercure, il est en exil en poisson. Il n'est pas hyper à l'aise parce que Mercure, ça représente les fonctions de cognition et de raisonnement et de discernement. Et les poissons, c'est plutôt quelque chose de très intuitif, de ressenti. Et Mercure, des fois, il patauge un petit peu dans le signe des poissons. Alors, les personnes qui ont des Mercure poissons ont une très belle intelligence, c'est pas du tout la question. Seulement, elles fonctionnent sur un mode parfois abstrait, intuitif. On le trouve beaucoup chez les mathématiciens, les musiciens, des choses comme ça. Des personnes qui aiment fonctionner avec des systèmes dans lesquels il y a de l'abstraction. Mais pour nous, quand on doit par exemple prendre une décision, quand on doit y voir clair, c'est pas le Mercure le plus facile. Et sa position en bélier est plutôt aidante. Plus on va avancer dans le mois de mars, plus Mercure va se distancer de Neptune. Et c'est ce qu'on peut voir ici, de telle sorte que Mercure en fait va gentiment se rapprocher du nœud nord. Et là on est à partir de la mi-mars. Donc on va avoir une conjonction ici, voilà, on est, oups, je suis allée trop loin, on est entre le 18 et 19 mars, une belle conjonction, Mercure, nœud nord, Chiron. Il me semble que ça peut être un moment assez intéressant pour avoir des discussions assez authentiques, assez claires, pour positionner aussi ses avis, pour dire ce que l'on pense. Voilà, en tout cas, il peut y avoir une dynamique de guérison ou une dynamique tout simplement d'évolution associée à Mercure, quelque chose qui nous fait avancer, une discussion qui nous fait avancer, une lecture qui nous fait avancer, hein, ça peut être des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire sur Mercure. Alors, vous voyez, on a avancé, donc là la nouvelle lune elle est derrière nous. Et ce qu'on constate, c'est que eh bien, le Soleil donc, a quitté Saturne et est arrivé vraiment en conjonction à Neptune. Donc là, on est aux alentours, la conjonction Soleil-Neptune, elle est exacte le 17 mars. Et là, bon, c'est très beau, mais voilà, on doit toujours faire un peu attention aussi à nos projections, à se dire est-ce que c'est bien réaliste tout ça, voilà, il ne faudra pas oublier notre fameux tamis saturnien dont je vous ai parlé juste avant. Voilà, alors maintenant ce que je voulais vous dire, on avance et on va avancer un petit peu sur ce mois de mars. Et il y a encore quelque chose dont je voulais vous parler. Donc déjà, bon, le plus évident, le 20 mars, nous voici ici à l'équinoxe de printemps. Et c'est très intéressant parce que, donc équinoxe de printemps, renouveau du cycle des saisons, du cycle annuel. C'était le temps de la nouvelle année jusqu'au Moyen-Âge. Et c'est très intéressant parce que désormais, et pour les prochaines années, toutes nos équinoxes de printemps vont coïncider avec des conjonctions Soleil-Neptune. C'est assez intéressant. Parce que donc Neptune va rentrer en bélier dans les prochaines années. Alors, c'est assez intéressant parce que normalement, l'équinoxe de printemps, c'est quelque chose qui démarre. C'est comme, encore une fois, un feu d'artifice. On pourrait le rajouter à Jupiter, Uranus et Vénus, Mars. Hein, on pourrait vraiment reparler de ça.
Sauf que là, il y a Neptune. Et moi, ça m'évoque un peu deux choses. Ça m'évoque déjà une certaine... j'ai un peu envie d'y voir une forme de retour d'idéalisation de la nature. Parce que le printemps, l'équinoxe de printemps, c'est un peu associé, on va dehors, les petites fleurs, enfin, la plupart des gens sont sensibles au printemps et l'associent quand même facilement à la notion de nature. Et Neptune, c'est la planète associée au mouvement du romantisme, au mouvement notamment artistique, littéraire. Et il y a notamment cette idée comment dire, de la nature comme refuge, de la nature merveilleuse. Dans le romantisme, c'est pas une nature vraie. Vous n'allez pas parler de l'animal qui dévore un autre animal pour se nourrir. Cette partie-là de la nature, assez plutonienne, vous n'allez pas la voir. Non, c'est le merveilleux de la nature. Et il me semble que tous ces équinoxes de printemps avec Soleil et Neptune me font penser à cette énergie-là, d'un retour, d'un réveil en fait, de cette spiritualité de la nature, de ce goût du merveilleux de la nature, qui est encore une fois une manière de la voir, hein, on est bien d'accord, c'est un prisme, hein, mais il y a cette idée-là. Ça, c'était la première idée que ça me faisait. Puis l'autre chose, c'est que normalement l'équinoxe de printemps, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui démarre, c'est quelque chose qui est assez... waouh, allez hop, on est parti, on y va, à l'image de cette force de la nature qui fait sortir tous les germes, les fleurs. Et là, avec Neptune, c'est beaucoup plus flottant, c'est beaucoup plus... je sais pas si c'est mou, je dirais pas ça, mais il y a quelque chose de plus... un démarrage plus doux, un démarrage aussi plus indécis. Et ça m'évoque aussi... mais bon, là, c'est plus... c'est plus un peu, c'est synchronistique, mais ça m'évoque aussi un peu le dérèglement climatique avec un printemps qui n'a pas vraiment une tête de printemps, c'est très Soleil-Neptune, c'est un peu, voilà, les codes ont changé. Mais ça, c'est un peu une idée annexe puisque dans 20 ans, on n'aura plus Soleil-Neptune au printemps et on aura toujours ce flou, donc voilà. Mais ça m'évoque ça. En tout cas, j'ai l'impression que le côté... mordant du bélier, il est forcément un petit peu atténué par la présence de Neptune. Et je pense aussi que le passage de Neptune en bélier va favoriser en fait une incarnation peut-être plus concrète de Neptune. Donc voilà sur cette idée. Donc équinoxe de printemps, jour et nuit sont d'égale durée, hein, en fait. Et ça qui est vraiment génial dans ces fêtes, c'est que elles sont liées à la lumière solaire, donc peu importe le climat, que vous ayez un temps de printemps ou pas de printemps à l'équinoxe, c'est pas grave puisque c'est vraiment une histoire d'ensoleillement, de lumière solaire. Donc ça, c'est les repères en fait, le repère Terre-Soleil reste toujours le même et ça c'est vraiment c'est bon en fait à ressentir ces repères dans notre période. Donc, équinoxe de printemps, ça correspond à l'idée, c'est lié, vous savez, à ce moment du premier quartier de lune, c'est un moment où normalement on passe à l'action. En fait, on rentre dans la partie yang de l'année, de l'équinoxe de printemps à l'équinoxe d'automne. On va être vraiment dans l'action, on va commencer à extérioriser, on va aller plus dehors, on va plus affirmer des choses, on va plus prendre les choses en main, tandis que de l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de printemps, c'est la partie plus yin, on est plus dans le ressenti, dans l'intériorité, etc. Donc voilà, on arrive là-dessus. Et enfin, je voulais vous parler, mais je pense... Non, voilà, j'ai encore... faut que je vous parle de l'éclipse, c'est important. Mais avant ça, avant de vous parler de l'éclipse... ce qu'on voit ici, c'est que aussi, au moment de cet équinoxe, on a Vénus qui a rejoint Saturne. On va regarder la date exacte de conjonction, donc c'est le 22 mars. Donc ici, c'est Vénus, la sphère relationnelle, mais aussi ça peut être la sphère financière, artistique, qui passe au tamis de Saturne. Et donc, il est question de voir les choses en face. Il est question de principe de réalité dans l'amour, mais il est aussi question de prendre des décisions, voire de s'engager. Ça peut être des grandes étapes, hein, Vénus-Saturne. Donc voilà, ça fait un peu suite, enfin ça fait même carrément suite à Vénus-Pluton.
Donc voilà, à voir un petit peu ce qu'on vous propose. Donc là on est le 22 mars avec cette conjonction Vénus-Saturne. Elle peut être très belle, très inspirante. Il y a beaucoup de gens, et j'en suis vraiment contente, qui me disent que Saturne leur fait du bien. Moi c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai un thème assez saturnien, mais Saturne fait du bien, il crée la notion, il crée la structure, et souvent les gens peuvent se sentir apaisés par Saturne. Ça c'est dans sa bonne face, c'est-à-dire que quand vous sentez que vous faites ce qu'il faut, vous avez une sorte de satisfaction avec Saturne. Mais Saturne, il représente aussi le manque, le deuil, le vide, et c'est des choses aussi qu'on peut expérimenter, ou la frustration. Donc Vénus-Saturne, ça peut aussi mettre en lumière des manques. Mais auquel cas, encore une fois, Saturne nous dit, bah, prends les choses en main. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour atteindre cette ambition, que ce soit relationnelle ou financier ou artistique, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc voilà. Et effectivement, ouais, c'est bien ça. Ah là là, c'est ça, j'avais pas vu, mais regardez, je le vois avec vous. C'est assez intéressant cette conjonction. Vénus-Saturne, elle est en opposition exacte à la Lune noire, encore une fois. Donc là, on a vraiment cette idée du manque, de la perte, du deuil. J'ai l'impression que c'est quand même une thématique qui pourrait se manifester sous cette conjonction. À voir, hein, à voir. On va finir cette vidéo. Oui, non, pardon, je vais juste finir là-dessus parce que sinon ça sera pas juste. Mais que ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en fait actuellement, Saturne et Jupiter sont en sextile, et que cette Vénus, elle n'est pas que aux prises avec Saturne et la Lune noire, elle est aussi quand même soutenue par Jupiter et Uranus. Donc il y a quand même une idée aussi de renouveau relationnel, pour peu qu'on intègre encore une fois ce principe de réalité, mais ça vous avez bien compris. Alors, on va passer à la dernière pleine lune de l'année, qui est également n'importe quoi, la première éclipse de l'année, la dernière pleine lune du mois. Excusez-moi, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Et donc ici, 25 mars, on arrive sur la première éclipse, qui est une éclipse lunaire pénombrale. Elle a lieu à 8h12 heure française, 7h13 temps universel. En fait, c'est ce qu'on voit, le soleil s'est approché de l'axe des nœuds lunaires. Donc on a un soleil conjoint nœud nord, ça commence, et une lune conjoint nœud sud. Alors, les éclipses, ce sont toujours des moments vraiment importants. C'est des moments qui vont poser un cadre, mais ce qu'il faut voir ici, c'est il faut voir en fait si le soleil est conjoint au nœud nord ou au nœud sud, parce que ça va quand même pas mal colorer la dynamique. Le nœud nord, c'est vraiment lui qui va poser le cadre, le décor de théâtre de vos nouvelles expériences. Donc, les passages soleil-nœud nord, comme on va avoir fin mars, sont des moments qui posent un nouveau cadre d'expérience. Et l'éclipse est un moment très fort. Ça ne veut pas dire que ça se passe au moment de l'éclipse. Voyez-le plutôt comme encore une fois, un feu d'artifice, un élan, une super nouvelle lune en fait, qui va poser quelque chose. Donc là, on a vraiment cette idée avec soleil nœud nord des nouvelles circonstances voient le jour, un nouveau cadre d'expérience est posé. En fait, c'est comme si on vous met vraiment les personnes, les outils, les situations qui sont propres à votre croissance. Donc c'est quand même assez important. Je vous invite vraiment à regarder où sont les nœuds lunaires actuellement. Ça c'est une question qu'on me pose assez souvent. Qu'est-ce qui se passe si j'ai mes nœuds lunaires à cet endroit-là? Et bien là j'ai envie de vous dire que c'est vraiment majeur. Là le décor qui est posé, c'est très très important ce qui est en train de se jouer. Voilà, c'est pas seulement une histoire des 6 prochains mois, c'est une histoire des 18 prochaines années. C'est quelque chose de très très important pour vous. Le problème avec les nœuds lunaires, c'est que il y a une petite part de... Je trouve que c'est peut-être l'élément de l'astrologie le plus déterministe. On ne peut pas vraiment dire... je peux pas vous donner de couleur en fait, je peux pas vous dire plus que ça. Autant, vous voyez, Vénus-Saturne, on peut donner une couleur.
Mais Soleil nœud nord, on peut pas, il me semble, parce que c'est vraiment lié à chacun, à son plan évolutif, à ce qui va se passer, si vous avez des planètes, pas de planètes, dans quelle maison, etc. C'est vraiment très spécifique. En tout cas, c'est puissant, ça parle d'un nouveau cadre d'expérience, c'est déjà quelque chose propre à nous l'idée. Donc, vous voyez, ça rejoint Jupiter-Uranus, on a vraiment cette idée-là très importante. Je voulais parler de quelque chose, c'est que c'est le fait que la Lune, en fait, va être éclipsée ici avec le nœud sud. Et il me semble à ce moment-là que du coup on n'a plus que Soleil nœud nord hein, qu'on voit quelque part symboliquement dans le ciel, et la Lune, elle, on la voit plus. Et le nœud sud, si vous voulez, en astrologie védique, et c'est Bernard du Châtel qui est le grand porte-parole de cette vision dans l'astrologie actuelle française. Pour lui, le nœud sud, en fait, il représente, j'aime bien, je le comprends comme ça, il représente tout ce qui nous lie au ciel. Enfin, moi, je vais le dire comme ça, il le dirait pas comme ça, lui, mais il représente nos mémoires ontologiques, originelles, il représente notre vie spirituelle, notre vie de l'âme, en fait. Tandis que le nœud nord représente nos conditions d'expérience terrestre. Donc le nœud nord est beaucoup plus matériel, il va créer des circonstances d'expérience. Le nœud nord va créer plutôt des conditions intérieures, voire même, il va même chercher à nous détacher de tout ce qui est trop matériel. Donc ici, le fait que Lune nœud sud soit éclipsée, c'est que pendant cette pleine lune, il y a cette vie de l'âme qui est un peu mise de côté. Ça peut prendre même des formes qui sont autres, qui sont que cette mémoire ontologique, elle est éclipsée. Je ne vois plus d'où je viens. Je ne sais pas quelles sont mes origines. C'est un petit peu ça, cette idée, mais quelque part, c'est nécessaire pour que des nouvelles circonstances soient créées. Donc voilà. Alors, par rapport à l'axe des maisons que ça touche dans votre thème, ça peut être le nœud sud en maison, il peut avoir ce rôle de diluer. Il est très neptunien pour moi, il ressemble à Neptune. Dissoudre, petit à petit, dissoudre quelque chose. Donc dissoudre votre motivation par rapport à ce domaine, dissoudre des circonstances, des expériences, enlever de l'énergie, enlever de l'intérêt, voilà, toutes ces choses comme ça. Spiritualiser aussi cette maison. Tandis que le nœud nord, lui, il va créer des circonstances beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus concrètes. Donc voilà, observez bien les maisons dans lesquelles ça se passe. Et puis, bah voilà, les éclipses, c'est un moment qui peuvent un peu chahuter. Ce que j'ai remarqué, donc elles se suivent, c'est-à-dire qu'à la prochaine nouvelle lune, on aura une éclipse. Et souvent, il y en a une des deux qui nous chahute plus que l'autre. Donc ça peut se manifester aussi, elles ont parfois un côté un peu plutonien, elles peuvent faire remonter à la surface des peurs, des angoisses, de l'émotionnel un peu lourd. Donc voilà, si c'est ça, l'idée c'est vraiment d'essayer de libérer, d'accompagner les émotions, de se dire ok, c'est une éclipse, c'est normal, c'est pas grave, etc. Voilà. C'est le conseil que je pourrais vous donner pour bien vivre ça. Essayez de s'ancrer aussi, ça peut aider. Les gens qui vivent souvent les éclipses le plus fortement sont les gens très sensibles, les hypersensibles. Donc si c'est votre cas, ancrez-vous. Et s'ancrer, ça peut être faire des choses très quotidiennes, très quotidiennes. Ça peut vraiment aider. Voilà. On finit le mois, mais ça j'en parlerai plutôt en avril, parce que voilà, on finit le mois avec l'approche de la conjonction Mars-Saturne, mais ça sera pour le mois prochain. Je m'arrête là, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous aide, et je vous remercie pour tous vos commentaires, vous avez été hyper enthousiastes et soutenants pour ce nouveau format, ça m'a fait très plaisir, merci beaucoup pour vos commentaires. Je vous embrasse bien fort et puis je vous retrouve le mois prochain. À tout vite.